vais te laisser reprendre ton souffle, Marc-André, parce qu'on va parler des champions en titre du Super Bowl. Ton équipe favorite, les Eagles de Philadelphie, qui vont défendre leur titre, qui vont tenter de gagner un deuxième titre du Super Bowl consécutif. Alors, Marc-André, je vais juste m'asseoir puis je te laisse y aller. Vas-y, go. Parle-nous des Eagles. Non, non, mais sérieusement. Tes Eagles, ils ont perdu des joueurs. Ils ont amené du sang neuf également au sein de l'organisation. Ouais, c'est ça. Donc, on n'a pas chômé. Là. C'est une autre équipe qui s'est pas assise sur ses lauriers malgré les grands succès qu'on a eus la saison dernière. Écoute, Didier, moi, ce qui me fascine avec les Eagles, c'est le roulement de personnel. On a perdu des gars importants, là. On voit la liste des départs. C.J. Garner-Johnson, Darius Slay, oui, c'est des gars, c'est des vétérans qui ne rajeunissent pas. Bryce Hoff, ça a pas été vraiment un succès avec les Eagles. Brandon Graham à la retraite. Tu sais, on a perdu Williams, qui a connu vraiment des éliminatoires exceptionnels. On a perdu des très bons joueurs, là, des joueurs d'impact. Puis on dirait qu'on a tellement un roulement, on a bien repêché au cours des dernières années que ces départs-là, oui, c'est des départs importants, mais je pense qu'on va pouvoir les remplacer assez facilement. C'est ça qui m'impressionne pour les Eagles. Harry Roseman joue aux échecs. OK? Il est deux, Exact. trois coups en avance sur qu'est-ce qui va arriver. Tu sais, il savait, là, il regardait les contrats, il savait que Milton Williams allait quitter via le marché des joueurs autonomes, qu'il ne serait pas en mesure de garder tout le monde. Puis on a de la profondeur du côté des Eagles. On repêche nos jeunes, les joueurs qui vont remplacer nos partants éventuellement. Puis on leur permet justement d'agir en tant que réserviste afin que la transition soit plus facile, plus fluide. Regarde la position de centre. On misait sur ce qui était considéré le meilleur centre de la NFL ou un des meilleurs en Jason Kelce. Kelce a pris sa retraite. Immédiatement, Cam Jurgens est devenu le partant. Ça faisait quoi? Au moins 2 saisons là, qu'il était Mhm, réserviste à Kelce, si je me mhm. souviens bien. Hein? Mais on l'avait ciblé, on s'était dit, hey, il a les qualités athlétiques qu'on aime à la position de centre. Il est mobile, il peut décrocher, aller faire des blocs au deuxième niveau. Puis là, il a appris derrière Kelce pendant 2 années. Puis là, ça a fait que, écoute, Kelce a pris sa retraite. Il n'y a aucun ralentissement au niveau de la ligne à attaque des Eagles de Philadelphie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait très, très bien du côté de Philadelphie. Il faut donner crédit à Harry Roseman avec le travail qu'il fait là. Exactement. Puis si on poursuit avec l'attaque, la seule différence au niveau du groupe d'entraîneurs en attaque, c'est le coordinateur offensif. Kellen Moore est parti pour être l'entraîneur-chef des Saints de la Nouvelle-Orléans. C'est donc Kevin Patullo qui devient le coordinateur offensif de l'équipe. C'est un gars à l'interne également qui était avec les Eagles depuis quelques années. Et petite statistique intéressante, c'est le quatrième coordinateur offensif en 4 ans pour Nick Sirianni. Et là-dessus, depuis qu'il est à la barre des Eagles, et là-dessus, il y a quand même 2 présences au Super Bowl. C'est quand même assez fascinant. Oui, ben parce que Sirianni est lui-même un ancien coordinateur en attaque. Alors, il demeure là pour tout superviser quand même. Alors, je crois que ça devrait bien aller là, du côté de l'attaque de Philadelphie, malgré le départ de Kellen Moore pour la Nouvelle-Orléans. La grosse question, Didier, c'est Quan Barkley a été comme une injection là, de jeu spectaculaire et donné vraiment là, de l'énergie, disons, aux Eagles la saison dernière. Il a connu une saison exceptionnelle, 345 portées en saison régulière, plus de 2000 verges, Didier, et un saut arrière là, que tout le monde peut voir, tout le monde a vu et revu. Didier, l'année dernière, est-ce que c'est Quan Barkley? On a une question de Thomas Frigon, j'ai goût de te lancer là-dessus pour dire à quel point Saquon Barkley est exceptionnel. Il nous demande, il nous a posé ça sur Instagram, il nous demande, est-ce que Saquon Barkley est un futur membre du Temple de la Renommée, selon vous? Il est excellent, mais ne semble pas avoir la longévité un peu comparable à Terrell Davis, Didier. Donc, parle-moi de Saquon Barkley. Est-ce que cette saison-là, l'année dernière, c'est sa saison signature qui va lui permettre d'entrer au panthéon du football? Ben, Terrell Davis est au panthéon du football. Donc, il le compare en Mhm. disant que il n'y a pas assez de longévité, mais Terrell Davis, si je me souviens bien, il avait joué seulement 6 saisons. Il avait connu une saison de 2000 verges. Il a remporté 2 Super Bowls et il est au panthéon du football, au temple de la renommée. Pour ce qui est de Saquon maintenant, s'il prenait sa retraite aujourd'hui, là, en date du 28 juillet, je dirais que non. Parce que Saquon, il y a eu des saisons qui ont été perdues, premièrement, à cause de la mauvaise ligne à attaque des Giants. Okay? Il faisait partie d'une équipe qui était pourrie, mais il s'est blessé aussi, donc il a raté des matchs. Donc non, maintenant, Saquon Barkley ne mériterait pas d'être intronisé à Kenton en Ohio. On va voir ce que ça va donner cette année. Moi, qu'est-ce que j'ai hâte de voir de la part de Saquon?
Tu as mentionné le nombre de fois qu'il a touché au ballon l'année dernière. Est-ce qu'il va être le même? Est-ce que ça va avoir laissé des séquelles? Parce que historiquement, les porteurs de ballon qui ont des saisons comme ça, où ils touchent aussi souvent au ballon, ben là, il y a un ralentissement la saison suivante. Des fois, ils ne sont plus nécessairement le même joueur. Parce que c'est très taxant. Là. Tu te fais frapper là, toutes les fois que tu touches au ballon, ou à peu près, pas juste par un joueur, ça peut être par 2, 3, 4, 5 joueurs lorsque tu joues à la position de porteur de ballon. Alors moi, c'est vraiment qu'est-ce que je vais surveiller. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'année dernière, les Eagles ont commencé la saison puis ils voulaient passer le ballon. Je suis sûr que tu t'en souviens, là, tu es un partisan des Eagles. On essayait de miser sur l'attaque aérienne. Puis là, c'est après quoi? La semaine 4 qu'on s'est révisé, puis là qu'on a concentré nos efforts sur le jeu au sol et qu'on a fait de Saquon Barkley la pierre angulaire, la pierre angulaire de l'attaque. Puis là, on connaît la suite. On a remporté le Super Bowl. Alors, ça va être quelque chose à surveiller, ça. Saquon, est-ce qu'il va être le même joueur après avoir touché aussi souvent que ça au ballon en 2024? Chose certaine, du côté des Eagles, on compte sur Saquon Barkley parce qu'on n'a pas fait d'addition vraiment notable. On a A.J. Dillon, qui est l'ancien des Packers, qui est plus, en fait, bref, qui est plus ce qu'il a déjà été. Il a été blessé, on a lui. Will aussi, tu sais, puis je suis pas convaincu même qu'il va faire l'équipe, c'est mon avis. Et même Will Shapley, qui est un porteur de ballon de deuxième année, mais oui, c'est intéressant, j'ai bien hâte de voir. Mais du côté des Eagles, écoute, on prend pour acquis que Saquon Barkley va être l'homme de la situation pendant toute la saison. J'ai bien hâte de voir. Il t'a parlé de vouloir passer le ballon, mais c'est ça, on s'est ravi l'année dernière. On a terminé au 32e rang dans la NFL, donc bon dernier pour les passes tentées. Et ça a été bénéfique pour Jalen Hurts. 5 interceptions seulement l'année dernière, c'est 10 de moins en 2023. Il a également complété 68,7% de ses passes. C'est son meilleur ratio de passes complétées en carrière. Donc, on a vraiment trouvé une recette du succès pour les Eagles. Pas beaucoup de passes tentées. On s'en est remis à notre jeu au sol. On a une bonne ligne à l'attaque également. On va avoir une bonne ligne à l'attaque encore une fois cette année. Le touche-push est toujours là pour nous aider à la porte des buts pour Jalen Hurts. Donc, j'ai bien hâte de voir les Eagles. Essentiellement, c'est la même recette. Là. C'est l'acte 2 de notre pièce de théâtre du côté des Eagles. Je pense pas que Jalen Hurts va passer le ballon à outrance encore une fois cette année. D'ailleurs, si on a peut-être un petit bémol à apporter à l'attaque des Eagles, ça serait peut-être la profondeur à la position de receveur de passe. On a A.J. Brown, on a Devontae Smith, puis par la suite, c'est un peu plus mince. On a Jahan Dotson, là, qu'on avait été chercher devant les Commanders, mais sans plus. Mais bref, ouais, moi, je suis bien emballé. Du match du Super Bowl. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je me souviens quand il a marqué un touché, j'étais comme, voyons, c'est qui vient de marquer un touché, là? J'étais comme, on s'attendait à ce que ce soit A.J. Brown, les autres joueurs, puis là, finalement, ben oui, c'était Jahan Dotson. Ben oui, je pense que l'attaque des Eagles, ça s'inscrit dans la continuité cette année, Didier. Ça va être la même recette, mais il faut que Saquon demeure à santé. Puis moi aussi, je trouve que c'est inquiétant. Écoute, j'ai même sa statistique, ça remonte à 482 opportunités, donc touche du ballon si on inclut les éliminatoires. C'est tout simplement, Didier, c'est suffocant là, comme nombre. Ouais, exact. Ouais, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est pour ça, moi, je te dis, j'ai hâte de voir Saquon cette année. Est-ce qu'il va être le même joueur? Parce que l'histoire va contre lui, là, encore une fois. Parce que les joueurs, écoute, il a touché au ballon près de 500 fois. C'est énorme, là, ça. Donc ça va être quelque chose à surveiller, il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Puis dans le cas de Jalen Hurts, ben écoute, ça va être de continuer. Si Saquon est le même joueur, de jouer comme il a fait en deuxième moitié de saison, là, tu sais. Attaquer les zones profondes. A.J. Brown, ça c'est quelque chose que Jalen Hurts se fait bien. Il a un talent de coureur aussi avec la présence de Saquon. Ça aide énormément. Mais tu as mentionné le touche-push. Ça met tellement de pression sur les défenses adverses lorsqu'on affronte les Eagles de Philadelphie. Parce que, tu sais, lorsque tu joues en défense, supposons, c'est pas moi, c'est un 3e et 8. Puis la passe, les Eagles complètent une passe pour un gain de 6 verges. Là, généralement, là, tu peux donner un high five à ton coéquipier. Tu vas sur les lignes de côté, l'unité de botter dégagement des Eagles s'amène sur le terrain. Mais là, c'est pas ça, Philadelphie, parce qu'on a une attaque à 4 essais, un peu comme les Commanders. Je parlais des Commanders ou les Lions de Détroit. Quand tu affrontes ces équipes-là, elles mettent beaucoup de stress sur les défenses adverses. Parce que le 4e et 2, des fois, ils vont tenter de le convertir avec le touche-push. C'est pas juste un 4e et 1, même un 4e et 2. Ça, c'est vraiment toute une arme qu'on a du côté des Eagles de Philadelphie. Puis je crois que ça va se poursuivre cette année. N'en déplaise aux Packers de Green Bay, qui, eux, avaient soumis
eu l'idée là, de bannir le touche-push lors des rencontres des DG, puis bon, ça a été refusé, puis moi je suis en accord avec ça. Écoute, c'est aux défenses adverses à trouver une solution contre le touche-push, mais ça, c'est quelque chose qui est non négligeable, qu'il faut mentionner lorsqu'on parle de l'attaque de Philadelphie. Une dernière chose que je voulais ajouter sur l'attaque, Didier, l'année dernière, c'est que les Eagles ont joué avec l'avance également. Dans la plupart, une bonne avance même, je te dirais. On marquait plusieurs points en première demi. Par la suite, ben c'est ça, on s'en remettait au jeu au sol. C'est un peu ça aussi que les statistiques démontrent. C'est sûr qu'on a davantage de bonnes statistiques au sol lorsqu'on mène. Je me souviens, il y a des matchs, Didier, que les Eagles prenaient l'avance 21-0 à la mi-temps ou 20. On tirait, on jouait avec l'avance régulièrement. Ça s'est traduit par c'est ça, davantage de jeux au sol, puis moins de jeux de passe aussi. Je ne sais pas si cette année, les Eagles, on a un calendrier assez difficile. On affronte des premiers de section, on va affronter les Chiefs, les Bills, bref. On va avoir des équipes qui peuvent compétitionner avec les Eagles en termes de points, en termes d'attaque. Donc, j'ai bien hâte de voir si cette année, justement, Jalen Hurts va être mis davantage à contribution avec un calendrier, ce qu'on dit, un peu plus difficile, versus des équipes là, contre qui on s'amusait là, vraiment l'année dernière du côté des Eagles. Ouais, non, j'ai hâte de voir ça, effectivement, là, sur des bons points que tu amènes du côté de Philadelphie. Mais les Eagles ont une équipe complète. Là, on a beaucoup parlé de l'attaque. Mais c'est la défense qui leur a fait gagner le Super Bowl. C'est la ligne défensive qui a fait la vie dure à Patrick Mahomes lors de ce match-là. Exactement, exactement. En fait, la défense des Eagles l'année dernière, elle est première dans la plupart des catégories défensives dans la NFL. On a vu, il y a plusieurs éléments, là, plusieurs facteurs qui ont contribué à ça. L'émergence, entre autres, de Jalen Carter sur la ligne défensive, 12 plaqués pour perte la saison dernière. Le gros Jordan Davis, Didier, qui a perdu 26 livres. Je ne sais pas si tu as vu ça au camp d'entraînement. Ouais, j'ai vu ça, 26 livres parce que l'année dernière, il a joué seulement 37% des jeux. Il souhaite en jouer davantage. Donc, j'ai hâte de voir ça. Puis, on parlait de roulement de personnel. On a repêché Ja'Had Campbell. Puis, on pensait que Ja'Had Campbell allait commencer la saison. Il a subi des blessures l'année dernière dans les rangs universitaires. Ben non, tiens. Il est là. Ja'Had Campbell connaît un bon camp. On a repêché en 4e ronde Ty Robinson l'année dernière, un joueur de ligne défensive de Nebraska qui a mené pour les plaqués sur les quarts l'année dernière dans la NCAA à la position avec 11. Donc, écoute, encore là, comme tu l'as dit, c'est un jeu d'échecs, puis Howard Roseman, il excelle à ce jeu-là. Ouais, puis Jordan Davis, en passant, il a perdu 26 livres, mais il pèse tout de même 325 livres. Hein. C'est à quel point il est immense comme personne. C'est incroyable. Je l'avais vu au Super Bowl, les 2 fois que les Eagles ont participé au Super Bowl, ils ont participé au Super Bowl 2 fois lors des 3 dernières années. Ça n'a aucun bon sens, Marc-André, comment il est immense. Il est grand, il est large, ça n'a pas de bon sens. Mais tout ça pour dire, oui, c'est ça. Donc, on a perdu des joueurs, comme tu as mentionné, Harry Roseman n'a pas perdu de temps. Ja'Had Campbell, il l'aimait, il l'adorait au repêchage. Il ne croyait jamais qu'il allait être disponible en fin de première ronde, secondaire de ligne. Puis en plus de ça, tu as Kobe Dean qui a raté la fin de la dernière saison en raison d'une blessure. Il n'est pas prêt encore à prendre part aux entraînements. Donc, Campbell va avoir une chance de faire partie de la formation partante immédiatement. Il est vraiment talentueux. Lorsqu'on joue à position de secondaire de ligne dans la défense des Eagles, dans le système de Vic Fangio, tu dois être bon en couverture. Tu dois être capable, tu dois être athlétique de reculer en couverture de zone, notamment. Puis ça, c'est quelque chose que Campbell fait très bien. Donc, il devrait bien cadrer dans les plans de la défense des Eagles de Philadelphie. Mais il y a des trous en défense, Marc-André, du côté de ton équipe favorite. Là, j'ai senti ton engouement là, dans ta voix. Lorsque tu te mettais à parler, qui sera le demi-coin à l'opposé de Quinnen Mitchell, l'excellente recrue, l'ancien Rocket de l'Université de Toledo, mon alma mater. Ça va être à surveiller. On a mis ce contrat à Adoree Jackson. Il y a Ringo, qui est un choix au repêchage, il y a quelques années. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller. Le demi-coin à l'opposé de Quinnen Mitchell. Puis, tu l'as mentionné quand on a commencé à parler des Eagles. On a échangé C.J. Gardner-Johnson. Alors, qui sera l'autre maraudeur à l'opposé de Black and Chip? Donc ça va être 2 choses à surveiller durant le camp d'entraînement qui est déjà commencé une fois que la saison régulière aura débuté. Exactement. Ringo, notre fameuse défense de Georgia en vert, là, c'en est un autre qui était à l'Université de Georgia. J'ai bien hâte de voir. Oui, s'il y a vraiment s'il y a une facette à surveiller, c'est bien celle-là. Mais écoute, Quinnen Mitchell, Didier, il faut revenir là-dessus. Et écoute, l'année dernière, là,
En fait, et Cooper DeJean, on n'en a pas parlé également. Là, je veux dire, je me souviens Ouais. lors du repêchage, je me demandais, les Eagles, si on va devoir. On parlait, est-ce que Quinton Mitchell va être là, sinon on pourrait se rabattre sur Cooper DeJean en première ronde. Mais les équipes ont tellement pris de joueurs offensifs, de joueurs de ligne. On avait des quarts là, qui sont sortis, c'est la ligne Michael Penix, Drake May, etc. Donc, écoute, on est tombé, on est les 2 demi-points du côté des Eagles. On a vu que ça a vraiment fait la différence. Ça a changé le visage de la tertiaire des Eagles, assurément. Et ouais, j'essaie de trouver des points négatifs. Moi aussi, s'il y a un point négatif, tu l'as souligné, c'est la bataille entre Ringo, Blankenship et quand même aussi. Mais écoute, on a tellement de joueurs qui ont émergé Mais c'est l'année pas dernière. négatif, ce sont des points d'interrogation. T'sais? Exact. Mais ça demeure pour moi l'une des meilleures défenses, encore une fois, cette année. Elle a pris du temps, elle aussi, à se mettre en marche l'année dernière, la défense. Mais à partir de la semaine numéro 6-7, on était vraiment intraitable. Ouais, puis on n'a même pas mentionné le nom de Zach Bond, qui a été une révélation. On l'a récompensé avec une prolongation de contrat. Souviens-toi, on pensait qu'il allait devenir un joueur autonome, mais là, finalement, étant donné que le plafond salarial a augmenté de 30 millions de dollars, les Eagles ont pu le garder à Philadelphie. Donc, non, c'est ça. Écoute, il y a quelques trous, mais quelle équipe n'a pas des points d'interrogation là, à certaines positions? Là? C'est juste normal. Là. Puis, moi, je donne le bénéfice du doute à Howie Roseman. Là. Alors maintenant, c'est une question. Combien de victoires pour tes Eagles, Marc-André? Le over-under des Eagles de Philadelphie, selon les preneurs au livre, a été établi à 11 victoires et demie. Alors, Marc-André, ton équipe, les Eagles, plus ou moins que 11 victoires et demie? Je suis pas mal certain que tu vas choisir le over. Mais j'essaie de demeurer objectif pour les biens de ce podcast, de cet exercice. Mais froidement, je pense que les Eagles vont au moins avoir 12 victoires cette année. Et je le dis bien humblement, je pense que c'est l'une des équipes les plus complètes dans la NFL, tant en défense qu'en attaque. Ben, je suis d'accord avec toi, Marc-André. OK, moi aussi, je vais choisir le over. Plus de 11 victoires et demie pour les Eagles de Philadelphie. La formation est complète. Puis bon, on a parlé des quelques trous qu'on a au sein de la formation. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais non, mais j'ai confiance. J'ai confiance aux Eagles. Ils sont l'équipe à battre au sein de la section, là, au sein de la division. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, Fantasy Football. Du côté des Eagles de Philadelphie, on va commencer avec leur carrière, le joueur par excellence du Super Bowl 59, Jalen Hurts. Jalen Hurts qui a raté 3 matchs en raison d'une commotion cérébrale l'année dernière, Didier, on s'en souvient. Il a terminé quand même comme quart numéro 6 en termes de points par match. Il aurait assurément, il a terminé comme quart numéro 8 au total, si ma mémoire est bonne. Il aurait assurément intégré le top 5 s'il avait joué ces 3 matchs-là. Moyenne de 13 touchés au sol par saison lors des 4 dernières saisons. C'est ça qui est payant dans le cas de Jalen Hurts. C'est le fameux touche-push. Et le touche-push sera là pour au moins une autre saison. Donc, c'est le bon augure pour les propriétaires de Jalen Hurts. Il va être payant. Et j'avais une petite statistique pour vous montrer à quel point il est quand même précis dans les zones profondes. Il est sous-estimé, Jalen Hurts. Il a inscrit 30 touchés sur des passes de plus de 20 verges depuis la saison 2022, depuis 2 ans. Donc, c'est bon pour le premier rang dans la NFL à cette position-là. Donc, pour moi, Jalen Hurts, oui, c'est pas le meilleur des passeurs, le passeur des plus précis, mais dans les zones profondes, il sait tirer son épingle du jeu. Il sait repérer son receveur, A.J. Brown, c'est souvent lui, et devant ses receveurs. Mais oui, Jalen Hurts, Didier, on pense que c'est un corps dont la précision est vraiment exécrable, mais c'est de mieux en mieux dans son. Ah, ça, c'est quelque chose qu'il a toujours bien fait. Là. Il a toujours été précis dans les zones profondes, même à l'époque, lorsqu'il jouait pour le Crimson Tide d'Alabama, c'est dans les zones intermédiaires. C'est là que c'est plus difficile pour Jalen Hurts en début de carrière, puis il a amélioré cette facette-là. Donc, tant que le touche-push est là, écoute, Jalen Hurts, en termes de fantasy football, là, ça devient une machine à toucher, là, pour inscrire des touchés, là, ou presque. Là. Maintenant, Saquon, on en a parlé de Saquon tout à l'heure. Les deux, on a des réserves dû au fait qu'il a touché au ballon près de 500 fois l'année dernière, si on inclut les matchs éliminatoires. Alors, en termes de fantasy, est-ce que tu vas faire confiance à Saquon Barkley? Porteur de ballon numéro 1 au total l'année dernière, Saquon Barkley, malgré le fait qu'il n'était pas si utilisé que ça dans la situation de passe, et malgré le fait qu'il n'a pas beaucoup de touchés, mais dans le sens, il y en a beaucoup, mais il est terminé au 6e rang pour les toucher à la position de porteur de ballon avec 15. Didier, c'est une saison. C'est Jalen Hurts qui lui a volé des touchés avec le touche-push. Mais c'est un peu ça.
Ça aurait pu être encore Ouais. mieux si ça n'avait pas été de la présence de Jalen Hurts. Saquon Barkley, oui, il y a sa part de risque, son utilisation, sa charge de travail l'année dernière, c'est inquiétant. Mais par contre, là, s'il demeure, on peut pas se fier là-dessus. Je pense que ça demeure un joueur que vous allez repêcher dans votre top 5 au niveau fantasy. Je pense que s'il dispute 17 matchs, il va être potentiellement, il y a des chances d'être le premier porteur de ballon à la position au niveau fantasy. Et j'ai une petite stat le fun pour vous. Seulement 3 fois lors des 10 dernières années que le porteur de ballon de l'année précédente a terminé dans le top 10 de la position de porteur de ballon l'année suivante. C'était seulement Todd Gurley et Devonta Freeman. J'ai été surpris de voir que Devonta Freeman avait terminé au numéro 1 à la position de porteur de ballon au niveau fantasy une année. Mais bref, j'ai bien hâte de voir. Donc, l'échantillon est faible. C'est ça. C'est quoi? Il y a une part de risque. Mais encore là, le talent fait foi de tout. Puis on ne peut pas se dire qu'il va se blesser. Je pense que s'il est en santé, là, il va être dominant encore une fois, Saquon Barkley. Donc, l'histoire, plus d'une façon, est contre Saquon Barkley là, pour qu'il connaisse une bonne saison. Là. En tout cas, on va voir s'il pourra casser les tendances. Là. Maintenant, A.J. Brown, là, c'est le troisième, la troisième grosse tête du côté de l'attaque des Eagles de Philadelphie. Alors, c'est quoi pour toi tes prévisions là, en termes de fantasy football du côté du numéro 11 des Eagles? Pour moi, au niveau fantasy, il y a comme un groupe de 3 au début. Il y a Ja'Marr Chase, il y a Justin Jefferson, il y a CeeDee Lamb. Puis par la suite, là, on a des gars comme Malik Neighbors, Brian Thomas, on a des Amon-Ra St. Brown. Puis par la suite, peut-être dans le troisième tiers, là, c'est A.J. Brown. Pourquoi? Parce qu'on peut se poser la question, l'année dernière, on en a parlé, le volume n'était pas au rendez-vous. Là. 32e, les Eagles, pour les passes tentées. On jouait rapidement avec l'avance, j'en ai parlé. Si on peut avoir des matchs un peu plus compétitifs cette année, ça pourrait aider le jeu aérien, ça pourrait aider A.J. Brown. N'empêche que A.J. Brown est un receveur de passe élite dans la NFL. Receveur numéro 12 l'année dernière. Ça a été le deuxième receveur le plus ciblé dans la NFL, mais justement, la pointe de tarte, elle n'était pas énorme. C'est ça le problème. Il est le receveur numéro 10 en ce moment, en 2025, donc un choix de début de deuxième ronde, surtout dans vos pools fantasy. Je pense qu'il est une belle sélection à ce rang-là. Mais encore là, est-ce que je préfère des gars comme Nico Collins et Jay Brown? C'est le genre de choix, Malik Neighbors, c'est le genre de choix que vous allez avoir à faire au niveau fantasy dans cette portion-là de vos repêchages. Moi, personnellement, je mets mes pions, jette mon dévolu sur Nico Collins, mais bref, A.J. Brown, c'est ce genre de qualité de receveur-là là, qui est recherché. Je pense qu'il pourrait connaître une bonne saison également à nouveau en 2025. Ouais, c'est pas mal une valeur sûre là, au fantasy football, A.J. Brown, là, depuis plusieurs années, depuis l'époque où il portait Amant de la lecture. Titans du CDC. Pardon? Amant de la lecture, là. Un homme, oui, c'est vrai. Comment oublier? Ben oui. Ce livre-là qui est devenu un best-seller là, grâce à A.J. Brown. Le lendemain, je pense que les ventes là, avaient augmenté de je sais pas combien de pourcents. Là.